L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Pierre Bordaberry. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre, on vous connaît aussi pour ceux qui sont habitués à consulter YouTube sous votre pseudo PsychoQuack. C'est le nom de votre chaîne YouTube. Avant d'en parler, on va revenir sur votre parcours parce que vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute. Vous pratiquez dans le Lot-et-Garonne ? Oui, exactement. Je suis en libéral sur Marmande et je fais pas mal de vidéos quand même, justement parce que je suis connu sur Internet. Donc j'ai des patients d'un peu tout dans le monde francophone. Est-ce que vous avez une spécialité ? Est-ce que vous recevez un même profil de patients ou c'est pour tout sujet? Alors au tout... départ, j'avais beaucoup de profils enfants et troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire troubles déficitaires de l'attention, autisme, parce que c'était une formation initiale. Mm-hmm. Mais en fait, à force, ma patientèle s'est plutôt muée en des personnes traumatisées enfants et avec de lourdes séquelles des traumatismes qu'ils ont reçus et des maltraitances qu'ils ont reçus. Est-ce que ce sont des thèmes que vous abordez aussi régulièrement dans vos vidéos ? Oui, tout à fait. Et les vidéos, en fait, se nourrissent de ma pratique et ma pratique se nourrit des vidéos. C'est-à-dire, j'ai fait une série, par exemple, de vidéos sur la maltraitance, l'inceste, justement parce que j'avais beaucoup de patients qui en étaient victimes. Et aussi, le fait de devoir faire des vidéos me permet de chercher plus, de fouiller plus et donc de prendre de nouvelles choses pour aider mes patients. D'accord. Alors, revenons au point de départ, Pierre Bordaberry. Est-ce que c'est une première carrière ? Vous avez commencé après vos études dans ce secteur-là ? Alors au début, moi, j'étais plutôt pour partir à la recherche. Mais c'est un milieu professionnel qui m'a un peu écœuré. Je me dis que ça serait vachement mieux d'aider des gens au quotidien et ça me permettrait déjà de mieux vivre ma vie, que ce soit au niveau financier, au niveau renforcement positif et au niveau utilité. Et donc, en fait, après mon doctorat, qui normalement découle plutôt sur de la recherche, j'ai fait une formation supplémentaire pour être cothérapeute. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de théories psychologiques dont on parlait jamais et ça m'a donné l'idée de faire les vidéos pour pouvoir en parler au plus grand nombre. D'accord. Et donc, vous pratiquez depuis combien de temps ? Là, ça doit faire un peu plus d'une dizaine d'années. Je pense que j'ai commencé en 2012. 2013. Est-ce que la psychothérapie est en phase de changement ? Est-ce qu'il y a où on reste toujours sur la même manière de faire qu'il y a 10, 20 ans ? Oui, ce qui change, c'est les méthodes et les approches et surtout les données scientifiques avancent. Donc, on a de meilleures théories pour aider plus rapidement les patients, mais on reste quand même majoritairement sur l'idée que, en fait, un patient a été touché et mal et donc c'est un psy seul qui va l'aider. Et de plus en plus, il y a de nouvelles approches qui commencent à évoluer, dont je suis partisan, qui est de fondre un peu la psychologie dans le quotidien des gens, qui leur permettrait en fait de ne pas avoir à consulter en psychologie, mais d'être défendu avant. D'où l'intérêt de livres que j'écris pour que les gens finalement apprennent à se défendre et les armes pour se défendre du monde, sans forcément avoir besoin d'aller voir un psy. Est-ce qu'il y a justement toujours aussi cette image de si on va voir un psy, c'est parce qu'on est fou, ou est-ce que les gens vont enfin chez le psy, même si on estime qu'on va bien, ou voilà. Est-ce que aujourd'hui c'est plus facile pour les gens d'admettre qu'un psy est un médecin qui peut aussi aider ? Je pense que ça dépend vraiment des populations. Par exemple, chez les personnes âgées, je pense qu'il y a encore beaucoup cette représentation. Mais là, plus les gens sont jeunes et plus en fait, ils ont beaucoup lu de psychologie, il y a beaucoup d'informations. Et donc en fait, aller voir un psychologue ou en parler est vu comme quelque chose d'assez banal, même quand on n'a pas de grosses pathologies. Donc je pense que ça s'améliore. Après, il y a aussi d'autres populations qui sont plus ou moins stigmatisés du fait d'aller chez le psy. Par exemple, on a remarqué que les hommes, ils vont moins et donc sont moins aptes à parler de leurs problèmes. Donc, il y a quelques populations qui pas, même si elles y auraient intérêt. Mais je pense que moi, personnellement, je pense que aller voir le psy quand on a quelques questions, ça serait bien. Et moi, je serais content de faire de ce que les médecins appellent de la bobologie, c'est-à-dire voir une personne une ou deux fois pour dire bon, tu peux faire ça et ça ira mieux, plutôt que d'avoir des gens que j'ai actuellement qui prennent beaucoup d'énergie avec beaucoup de problèmes très 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 compliqués, notamment de l'inceste. Oui, et parce que ils ont attendu aussi avant de venir. Alors, il y en a qui attendent avant de venir, mais personnellement, moi, ce que je reçois en tout cas,
C'est des gens qui luttent depuis quand même des bonnes dizaines d'années et qui ont quand même pas mal de courage et qui arrivent à rester en vie malgré les difficultés. Donc j'ai des gens qui ont lutté pour aller bien depuis très 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 longtemps personnellement. Maintenant, il est vrai qu'effectivement, c'est ce que je conseille aux parents, c'est qu'un enfant qui commence à aller mal ou quand on voit quelques signes qu'on peut identifier facilement, il vaut mieux aller voir directement, gagner du temps, parce qu'en fait, c'est comme les cancers, c'est-à-dire que plus on laisse un problème psy empirer, plus il est difficile à soigner. Donc je conseille aux gens, au moins par précaution, d'aller voir quelqu'un et tant mieux s'il n'y a rien. D'accord. Eh bien, c'était important de le dire. Et c'est comme ça aussi que vous est venue l'idée de faire des vidéos, c'est qu'il fallait un peu lever les tabous? Oui, exactement, parce qu'en plus, quand j'ai commencé, il y avait assez peu d'informations scientifiques fiables de police. On avait beaucoup de vieilles théories qui avaient 100 ans, dont on parlait sur Internet. Et donc, ça m'a paru assez important que les gens soient au courant de théories dont j'avais même pas entendu parler dans mes études, mais qui ont déjà 20 ans, mais qui sont déjà beaucoup plus récentes que ce qu'on a et qui peuvent aider les gens au mieux. Parce que l'une des parties importantes de la psychothérapie, c'est de comprendre le problème. Donc, si déjà les gens ont les armes ou les outils de compréhension de leurs problèmes, bah déjà, il y a une bonne partie du problème qui peut être réglée pour certaines personnes, ou au moins, ça peut les déculpabiliser ou les aider à avancer par eux-mêmes. Donc, vous avez créé cette chaîne YouTube qui s'appelle PsychoQuack. Alors, bon, moi, je suis la génération des années 80, donc je sais un petit peu qui est ce fameux PsychoQuack, mais est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs et pourquoi vous avez choisi ce nom? Oui, PsychoQuack, c'est parce que c'est le nom d'un Pokémon et ça me faisait beaucoup marrer d'utiliser, sachant qu'en plus, je comptais parler de problèmes psy, donc de Quack. Donc, le nom s'est trouvé assez facilement. Et après, c'est une chaîne que j'ai créée en fait pour avoir plein d'informations et on trouve des informations de plusieurs styles. On peut avoir des informations sur les pathologies, c'est-à-dire par exemple si vous avez un trouble anxieux généralisé ou que votre médecin a parlé de dépression, vous avez des vidéos qui expliquent les pathologies, comment on les comprend actuellement, qui permettent de comprendre ce que vous avez. Mais on peut aussi trouver sur des sujets plus larges. Par exemple, j'ai des sujets sur les émotions, pourquoi on pleure de joie alors que c'est pas naturel, qu'est-ce que la nostalgie, bref, des informations sur la vie quotidienne qui permettent de comprendre quelques concepts psychologiques sans parler de problèmes psy pour autant. Tout en mettant vos dons pour le dessin à l'œuvre aussi, c'est bien ça? Vous utilisez des petits dessins? Je suis connu pour mes super dessins dignes des meilleurs élèves de CP. Vous avez fait Beaux-Arts quand même, vous avez fait les Beaux-Arts. Ouais, voilà. Oui, c'est du postmodernisme avant-gardiste. Et du coup, les dessins me permettent surtout de dédramatiser la situation. Et le schéma et les dessins, c'est un super outil pédagogique pour que les gens comprennent les idées rapidement. Et moi, mon but, c'est que les gens, en 10-15 minutes, arrivent à comprendre des concepts assez compliqués. Parce que j'essaie d'être une chaîne quand même assez pointue sur la fiabilité des informations. Donc, il y a des concepts pas faciles à comprendre, mais les gens arrivent assez bien à comprendre grâce au ton un peu léger et à mes super dessins. Et comment vous avez appris tout ça? Parce que vous êtes aussi un spectateur sur YouTube ou vous êtes passé par une formation, vous êtes aidé, comment ça se passe? Moi, ce qui m'a permis de faire ça, c'est le recyclage de mes compétences que j'avais acquises dans mon doctorat, c'est-à-dire lire des articles scientifiques, c'est-à-dire de mettre au courant de ce que les chercheurs font et ce que les chercheurs pensent en psychologie. Et comme j'arrive à lire en anglais et j'arrive à avoir accès à ces articles scientifiques, très facile pour moi de prendre un sujet. À partir du moment où un chercheur a commencé à penser dessus et à réfléchir, très facile pour moi d'avoir accès à l'information. Et après, ce que je fais, c'est que je le traduis de manière simple et pédagogique pour le tout venant. D'accord. Et donc, vous avez vous diffusez, vous publiez des vidéos à peu près tous les quoi au niveau de la publication des périodes? Alors moi, je m'étais donné au début, quand j'ai commencé à 8 ans, je m'étais dit, allez, au moins une par mois. J'arrive assez bien à tenir parce qu'en fait, ça a l'air très peu comparé à ce que font les gens sur Internet pour vivre d'Internet. Mais ils ont besoin de sortir toutes les semaines ou alors d'être très présents. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il faut le temps de lire les articles scientifiques, de préparer la vidéo. Donc, une par mois, c'est déjà pas mal. Et j'arrive à tenir le rythme. Et après, il m'arrive d'en faire un peu plus souvent parce qu'en ce moment, je commence à sortir des interviews puisque je me suis dit qu'apporter un nouvel angle de vue sur ma chaîne avec des gens qui connaissent sur des sujets auxquels je n'y connais rien et auxquels j'ai pas forcément envie
de passer beaucoup de temps à faire des recherches. Je pense que c'était une bonne idée. Donc là, ça sort un peu plus souvent grâce à ces interviews. D'accord. Est-ce que vous appuyez aussi sur des faits d'actualité ou sur des périodes? Je pense notamment aux semaines, au CISM, aux semaines d'information sur la santé mentale. Est-ce que c'est des sujets, des moments qui vous inspirent aussi? Ça m'inspire, mais souvent je laisse passer quelques mois avant les actualités pour avoir le temps de prendre du recul et d'avoir le temps de chercher dans les articles scientifiques, parce que souvent les actualités je suis assez déçu du traitement des actualités dans l'ensemble, puisque depuis les chaînes d'infos en continu, en fait, on ne fait que rabâcher les mêmes interprétations en boucle dignes un peu du PMU. Donc moi, je prends toujours un peu de temps, quelques mois, pour laisser passer une nouvelle, et j'en fais une vidéo, mais sans parler de la nouvelle directement. Par exemple, j'ai pu entendre parler quelqu'un qui disait qu'il fallait claquer les enfants et claquer les gens pour les faire aller dans le droit chemin. Bon, au lieu d'en faire une vidéo en disant il dit des conneries comme les gens aiment bien faire sur Internet, j'ai passé quelques temps, j'ai vu les études et j'ai fait une vidéo sur est-ce qu'il faut vraiment claquer ses enfants. Bon, la réponse est non, honnêtement, vu toutes les études, donc je préfère le dire. Vous spoilez, voilà, là, vous spoilez. Je ne me jette pas dans l'actualité. Alors, tout le monde dirait que pour avoir du succès sur Internet, il faut absolument faire sur l'actualité et dire que les gens disent des conneries, mais moi c'est pas mon style. Je préfère avoir le temps, du recul et puis essayer de produire quelque chose qui explique vraiment comment marche le monde aux gens, plutôt que d'aller rentrer dans le flot d'infos en continu où tout le monde dit son avis sans vraiment réfléchir. C'est un sujet aussi, la gestion des émotions sur l'instant présent et que justement quand on prend un petit peu de recul, on peut voir les choses autrement. Oui, clairement, surtout sur Internet. J'en parle dans mon livre sur comment se défendre des gens et sur Internet, c'est un très très gros problème, la gestion émotionnelle de ce qu'on voit sur Internet. Alors c'était justement ma prochaine question, Pierre Borda-Berry. Oui. Vous écrivez aussi, il n'y a pas que la chaîne YouTube. Oui, exactement. J'ai fait plusieurs livres. Disons que moi je suis pas très à l'aise pour en parler à l'oral et à l'écrit, et du coup des éditeurs m'ont contacté en me disant que ils aimaient beaucoup mon style, ils aimeraient le retranscrire à l'écrit, et ils me proposaient une aide avec quelqu'un, Alix Lelief, qui relit et rend présentable mes écrits. Et du coup, c'est dans la même veine de la chaîne, c'est-à-dire que j'écris plusieurs livres pour redonner les outils aux gens de se défendre. Donc j'ai fait un premier livre sur comment la société occidentale augmente notre dépression et notre anxiété, les problèmes de sommeil, les problèmes de poids, pour que les gens puissent s'en défendre et puis gérer au mieux. Un livre sur le bonheur et les pièges que l'on nous tend quand on nous promet le bonheur, qui était une BD faite avec un scénariste du Lot-et-Garonne aussi, Thierry Gloris. Et mon dernier livre, qui est vraiment pour se défendre contre les attaques interpersonnelles, c'est-à-dire notre collègue, frère, notre sœur, les gens qui nous emmerdent au quotidien, et pour pouvoir apprendre à se défendre et surtout aussi comprendre d'où viennent les agressions, puisque nous aussi on peut être agressif assez rapidement, et si on ne le reconnaît pas, on devient un connard pour les autres assez vite. Voilà, d'accord. Donc des livres très très instructifs aussi, très très intéressants. En tout cas, merci beaucoup Pierre Borda-Berry d'avoir pris. Ouais, c'est dur à dire. Pardon, oui, d'avoir pris un petit peu de temps avec nous, alias PsychoQuack aussi, que l'on peut retrouver donc sur la chaîne YouTube. Est-ce que si on souhaite vous connaître un petit peu mieux, on vous retrouve sur la chaîne YouTube? Oui, c'est le plus simple, c'est là où il y a le plus d'informations. Et après, j'ai un site internet qui centralise un peu mes livres et quelques informations, mais sur la chaîne, il y a déjà 150 vidéos sur des sujets divers et variés. On peut chercher les sujets qui nous intéressent et on tombe sur pas mal de sujets très intéressants. Bien sûr, toujours très intéressant. La santé mentale, c'est très très intéressant. C'est ce que l'on dit à nos auditeurs très régulièrement aussi. En tout cas, oui. Merci d'avoir pris un peu de temps avec nous et d'avoir fait connaissance. C'était un réel plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Oui, merci à vous aussi. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.